Bonjour, bonjour, bienvenue sur Mon Studio TV. Ce soir, nous accueillons Laurence. Donc, je vais te laisser te présenter ton association. Ok. Merci de m'accueillir déjà. Donc, moi, je m'appelle Laurence Goubet. Je suis coordinatrice d'une association que j'ai fondée par ailleurs qui s'appelle Les Bouillonnantes. Les Bouillonnantes, c'est un collectif qui réunit aujourd'hui 70 adhérents issus de la restauration, donc des restaurants, des traiteurs, chefs à domicile, pâtisseries, etc., qui s'engagent pour une alimentation durable et qui sont sur le secteur de Nantes et autour de Nantes. Et alors, qu'est-ce qu'une alimentation durable ? C'est un vaste sujet. À vrai dire, il y a une définition officielle du sujet qui est donnée par l'ADEME et que je trouve assez intéressante. Je ne la connais pas par cœur, mais en gros, elle parle d'une alimentation qui, évidemment, est bonne pour l'environnement. Elle parle aussi d'une alimentation qui est rémunératrice pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte, qu'il n'y a pas qu'un aspect climat, et aussi qui pense aux générations futures. Et dans ta liste du réseau professionnel, tu as aussi, je pense, des agriculteurs. Ouais, en fait, le lien entre les restaurateurs et les producteurs, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on travaille le plus. Parce que justement, moi, je crois profondément que c'est à travers un lien beaucoup plus direct avec nos paysans qu'on pourra aussi changer notre façon de nous nourrir. Donc aujourd'hui, on a la fête paysanne à Nantes. L'idée, c'était de faire venir les paysans à Nantes et que les urbains, du coup, rencontrent les paysans et dégustent leurs produits sur un site un peu atypique. Et découvrir, on va dire, des bons produits et puis remettre au centre du jeu la question alimentaire et de faire réfléchir les Nantais, on va dire, à l'alimentation, la qualité et savoir d'où viennent leurs produits et d'où viennent les paysans qui fournissent ces bons produits. Pour un restaurant, travailler en direct avec un producteur, ça veut dire être sûr d'avoir une juste rémunération pour le producteur, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est lui qui fixe ses prix. Ça veut dire aussi d'avoir un lien direct. On dit souvent de la fourche à la fourchette. C'est une réalité, c'est que le restaurateur, il va composer ses assiettes en fonction de ce que le producteur va avoir, en fonction de ce qu'il va cultiver. Et ça, c'est quand même, ça devrait être la base de l'alimentation. C'est pas de penser une recette au départ et d'aller chercher les produits, mais plutôt d'avoir les produits et de les transformer. Et ça fonctionne pour tout. Souvent, on pense aux légumes quand on pense à ça, mais en fait, ça va plus loin. Ça va aussi sur l'élevage, sur les céréales, etc., où il y a des saisonnalités aussi sur les fromages. Et c'est aussi de prendre en compte tout ça. Donc, évidemment, ça, c'est une action, une des principales actions qu'on développe sur l'association, c'est cette mise en relation entre chefs et producteurs, avec un sujet de mutualisation logistique derrière, parce que le but, c'est pas d'augmenter les flux de transport sur la route à partir du moment où on a plus de ventes directes. Et donc, ça nous a amené, nous, à aller identifier des producteurs et à travailler ce lien-là, à les rencontrer, à aller comprendre leur démarche, à aller comprendre les enjeux aussi de leur métier. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette phase où on sait qu'il faut faire une transition, c'est important de comprendre en amont de cette transition quels sont réellement les enjeux des métiers d'agriculteurs sur le terrain. Donc vous avez tout un volet réseau, mais aussi vous avez tout un volet autour, de sensibiliser les publics. En fait, c'est un peu le point de départ. Moi, je pense que j'ai toujours eu un peu cette fibre sur l'écologie. Je ne suis pas venue à l'alimentation directement, mais quand je suis venue à l'alimentation, mon premier axe a été la restauration. Parce que c'est un peu bankable, quoi. Enfin, faut pas, c'est sexy, les restaurants, il y a toujours une actualité, les chefs, les émissions de télé autour et tout ça. Et en fait, je me suis dit, de prime abord, tiens, il y a quelque chose à faire à travers la restauration parce que ces chefs-là, ils nous inspirent, on les regarde, on les admire. Et puis après coup, en regardant aussi l'histoire de l'alimentation, c'est assez intéressant de se rendre compte à quel point notre culture culinaire populaire est issue de la restauration. Il faut savoir, pour faire assez bref, que les premiers chefs de restaurant sont issus de l'aristocratie
Et en fait, c'était les chefs des cours quand on a coupé les têtes en 1789. Voilà, et ces gens-là, ils n'avaient plus de travail, donc ils ont monté des restaurants. Donc les recettes qu'on faisait à la cour sont devenues des recettes de restaurants. Petit à petit, elles sont passées dans le monde de la bourgeoisie. C'était ceux qui, au départ, avaient des cuisines. Le peuple consommait globalement du pain et de la soupe. Et petit à petit, ça s'est répandu de plus en plus. Et aujourd'hui, on se rend compte que notre culture culinaire, elle est globalement issue, même quand on fait des choses très simples à la maison, elle est issue de cette culture gastronomique. Donc, je crois profondément qu'il y a un sujet entre se demander comment les chefs travaillent et comment on cuisine, nous, à la maison. Il y a un lien direct qui paraît pas toujours évident parce que quand on regarde la haute gastronomie, on se dit qu'on ne refera jamais ce type de recette à la maison. On cherche des inspirations. Mais notamment dans cette influence-là qu'il y a, il y a une influence qui est très forte, c'est par exemple quasiment l'absence de la légumineuse dans la culture gastronomique. Je pense que ça a toujours été vu comme un sous-produit, produit du peuple à l'époque, donc il a peu à peu disparu de la culture populaire. On le travaille très peu dans les restaurants, ce qui fait qu'aujourd'hui, le grand public a un peu du mal à s'emparer quand même de comment on cuisine les légumineuses. À part faire un dal, une salade de lentilles, l'imaginaire est peu développé. Ouais. Exactement. Et moi, je crois que si on amène aussi les restaurateurs à se poser ces questions-là, à changer aussi, et à petit aller vers de nouveaux produits, à parler aussi des races locales sur les animaux, à sensibiliser aux différents jeux qu'on peut avoir de l'alimentation durable, on va réussir à toucher le grand public. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de se dire... C'est des porte-parole en quelque sorte. Ils font aussi des erreurs. Ils ne sont pas formés à ça. Moi, je tiens aussi à dédouaner les chefs parce que quand on se forme à la restauration, quand on passe son CAP de cuisine, on n'apprend aucunement comment sont cultivés les produits. On n'a aucune notion en nutrition ni en diététique. C'est pas du tout des notions qui sont abordées quasiment pas dans le programme scolaire. Et donc, eux aussi, ils ont besoin de se former à ça. Ils ont besoin d'avoir de la ressource. Et c'est ce qu'on essaye de leur amener pour que derrière, ils montrent ces bonnes pratiques au grand public. Bah oui, ça me fait penser, je rebondis sur Rollinger, par exemple. Rollinger, entre guillemets, je dirais, il a vu la lumière. Enfin, en tout cas, il a commencé à se préoccuper du bio, ou en tout cas du local, ou d'avoir une certaine garantie, même quand il allait chercher ses épices au bout du monde. Très tardivement, finalement. Enfin, c'est assez récent. Ouais, moi, j'admire beaucoup Olivier Rollinger. Il a écrit un manifeste qui s'appelle « Pour une révolution délicieuse », qui est un tout petit livre, hyper facile à lire, qui coûte 12 €, qui est absolument génial et que tout le monde devrait lire, je pense. Surtout que c'est vraiment agréable à lire parce que c'est quelqu'un qui véhicule cette transition de l'alimentation à travers tout le plaisir qu'on peut en avoir à changer notre alimentation. Et je pense que ça, c'est essentiel dans la transition, qu'on se demande comment on peut la faire joyeusement. Et en effet, aujourd'hui, il est beaucoup investi sur la formation, notamment aux côtés d'Éthique Océan et d'autres structures, parce qu'il a compris qu'à partir du moment où la formation, initialement, englobait peu ce sujet-là de la durabilité, du lien avec l'environnement, du lien avec les producteurs, il y avait une faille et aujourd'hui, il faut essayer de la réparer. Et si là, on se concentre vers les Nantais, les Nantaises, et on sort un peu du restaurant, qu'est-ce que les Bouillonnantes font pour peut-être les sensibiliser autour de ces thématiques, ou aussi peut-être des actions directes pour proposer des ateliers de dégustation, enfin j'en sais rien, qu'est-ce que vous proposez? Alors déjà avant ça, je tiens à dire que moi je suis arrivée à Nantes il y a bientôt 5 ans et qu'il y avait déjà beaucoup de structures en place à Nantes. Il y a plein d'associations qui proposent des choses, qui font des animations auprès des écoles, des jeunes. Il y a notamment tout le réseau paysan qui n'a pas attendu, faut bien le dire, les paysans sont quand même très proactifs. Je pense au GAB, Groupement des agriculteurs bio, qui accompagne des citoyens, qui accompagne aussi les écoles avec des visites de ferme. Je pense à Terroir 44, qui a mis en place des dynamiques collectives de vente auprès des producteurs. Donc, juste pour remettre dans un contexte, nous, on fait à notre humble petite place des choses, mais il y en a bien d'autres qui font, et puis il faut les saluer, parce que pour certains, quand on parle de Terroir, c'est une association qui a presque 40 ans, et c'est pas rien quand même sur le territoire. Après, donc nous, en dehors du fait d'accompagner les restaurateurs, très tôt, on s'est dit qu'il fallait aller à la rencontre du public, notamment
parce que tous les publics ne vont pas au restaurant. Bah non, c'est pour ça que je t'en parle. On s'est aussi posé la question des publics précaires dans ce sujet-là, et on pourra reparler, si tu veux, ensuite de la précarité alimentaire, parce que je pense qu'on ne peut pas se poser la question de l'alimentation durable sans se poser cette question-là économique et sociale. Surtout avec l'inflation et Exactement. Le dénigrement du bio, enfin toutes les campagnes de dénigrement du bio parce que c'est trop cher. Et comment on fait réaliser justement que notre pouvoir de citoyen et de citoyenne, c'est de remettre de l'argent dans notre assiette, même dans ces temps difficiles, en fait. On pourra y revenir après, mais pour revenir sur le sujet un peu de comment aller à la rencontre du grand public, en fait, je pense que déjà, le sujet de l'alimentation durable, il n'est pas tant lié à une classe sociale que ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui ne vont pas faire l'effort de cuisiner, qui vont acheter beaucoup de produits transformés, qui vont mal se nourrir. Et il y a des gens en situation de précarité qui vont aussi acheter des produits transformés, voire ultra transformés, alors que ça leur coûterait moins cher d'acheter des produits bruts. Il y a une dimension culturelle et sociale derrière qui va au-delà. Pour aller un peu à la rencontre de ces publics-là, la première chose que nous, on a initiée, c'est en 2022, on a fait la fête paysanne à Nantes. Donc, c'était un projet un peu fou dans le sens où les heures de sommeil avant de préparer l'événement ont clairement manqué. Mais c'était très chouette. On était sur le quartier de Doulon et l'idée, c'était sur d'anciennes terres agricoles, des terres maraîchères en l'occurrence. On a fait venir les paysans, les animaux, les citoyens pour que tout ce monde-là se rencontre sur un événement joyeux et festif avec à la fois des visites de ferme, des parcours, parce qu'il y a beaucoup un historique maraîcher dans le quartier de Doulon, donc c'était assez intéressant d'aller voir ça. Un grand banquet, un grand marché, des ateliers de cuisine, des animaux qui étaient présents sur place, ça plaît toujours aux enfants, plein de petites choses comme ça. Et puis moi, je suis sortie de cet événement en me disant, c'est génial, il faut qu'on crée ça plus souvent. En fait, j'avais vu que des gens avoir le sourire. Déjà, on a eu 8000 personnes, donc c'était absolument fou, on ne s'y attendait pas du tout. Et 8000 personnes qui ont passé leur journée à sourire. Et surtout, moi, il y a un détail qui m'a marqué, c'est que on était dans un terrain qui était franchement très compliqué à exploiter. Juste avant, on l'a fait faucher et on s'est rendu compte qu'il y avait des énormes trous. Donc, on a rebouché les trous avec de la terre sur laquelle on a mis de la paille pour cacher ça. Et la meilleure animation des enfants, ça a été d'aller dans la paille et de jouer avec la paille. Avec les trous. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, c'est par la simplicité de cette proximité-là et quelque chose qui soit joyeux, simple, convivial, qu'on va peut-être réussir à amener les gens. Et donc, suite à ça, vu que c'était quand même un peu trop coûteux en temps et en argent de monter un événement de toutes pièces, on s'est plutôt dit, désormais, on va continuer de développer de l'événementiel parce que cette rencontre avec le public-là, joyeuse, elle est essentielle. Et on collabore avec des lieux ou avec des services de la mairie pour mettre en place différentes choses. Donc, on fait notamment des banquets. On a le Lab qui nous a accueillis. On a fait un banquet pour 240 personnes là, en février et c'est quelque chose qu'on veut refaire. D'autant qu'on voudrait que ces banquets-là, que 2 banquets organisés permettent d'en financer un 3e pour les étudiants bénéficiaires de la banque alimentaire. Donc, c'est aussi une façon d'inclure différents publics. Ouais, c'est ça. Et puis de leur offrir à ces étudiants-là un temps un peu exceptionnel, sans aller trop loin dans l'exceptionnel, parce que ça ne sert à rien non plus d'aller les amener dans un endroit où ils ne seraient pas à l'aise, mais de jouer cette carte du convivial avec le bien manger autour. On a eu une très belle collaboration avec le Stéréolux. Moi, j'étais ravie d'aller dans un lieu culturel. Bon, je viens de la musique et des musiques actuelles avant, donc ça faisait ce lien-là qui, je pense, m'était aussi un peu cher. Ex-tourneuse. Oui, c'est ça. Et c'était intéressant pour moi d'aller parler à d'autres acteurs qui touchent un autre public. Il y avait qui à cette table ronde ? Alors, en fait, on n'a pas fait qu'une table ronde. On a fait un marché, des causeries, et on a fait une table ronde sur un sujet pas moindre, c'était comment nourrir Nantes en 2050. Et on avait invité une ancienne chercheuse qui s'appelle Christine Marchetti, un éleveur de vaches nantaises qui s'appelle Benoît Roland, un commerçant distributeur qui est Graines d'ici avec Mathias Hainaut, son fondateur, et une élue, parce que évidemment le pan politique est important sur ce sujet-là,
qui est Delphine Bonamy, qui est notre élue à Nantes Métropole sur les sujets de l'alimentation, agriculture, forêt, etc. Et donc voilà, on est allé au Stéréolux avec plusieurs petites événements qui étaient sur un festival plus global qui s'appelait Molo, sur la thématique de ralentir. Donc c'était aussi intéressant de faire le lien entre aujourd'hui comment on ralentit, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'alimentation du côté des producteurs, du côté de nous, nos façons de consommer. Et puis là, pour toujours continuer d'aller à la rencontre du grand public, on va mettre en place un marché sur la place du 51e régiment d'artillerie. C'est la place qui est devant Balle de Jour, devant l'ancienne caserne Mélinette, quartier Saint-Donatien. Et l'idée, c'est de mettre en place un marché un peu différent de ce qu'on peut trouver, dans le sens où ce sera uniquement un marché de producteurs et d'artisans, pas de revendeurs, avec une charte autour de l'agriculture paysanne. Et puis un marché qui sera gourmand, parce qu'on aura un espace de restauration avec des tables, des bancs sur place pour aussi prendre le temps, en fait, de venir faire son marché, de rencontrer les habitants de son quartier, de se poser, d'échanger avec les producteurs. Et ça, c'est pour quand ? On va le commencer en septembre. La place sera inaugurée le 21 septembre. Oui, il faut nous laisser un peu de temps, surtout que l'idée, c'est pas d'arriver et de dire « tenez, on vous fait un marché », c'est plutôt de le construire avec les citoyens. On va mettre en place une consultation citoyenne, des échanges avec eux, et puis de prendre le temps aussi de formaliser les choses avec les producteurs. On a un peu des marchés qui ont des fonctionnements un peu standardifiés aujourd'hui, qui ne sont pas adaptés à toutes les productions. Là, on va mutualiser des stands, on va avoir... on sait que quand on fait du fromage de chèvre ou du fromage de brebis, on n'a pas du fromage toute l'année parce qu'il y a une saisonnalité sur ces produits-là. Et donc, eux qui seront là, qui ne seront pas là pendant l'hiver, peut-être qu'à leur place pendant l'hiver, ce sera un producteur d'huîtres naturel, évidemment, qui prendra le relais. Peut-être que certains qui font... je ne sais pas, des pâtes ou des légumineuses ne viendront qu'une fois par mois parce que ça ferait trop pour eux d'être là toutes les semaines et il y aura d'autres stands à leur place les autres semaines. Ça prend un peu de temps de construire ça quand même. Je plaisantais. Faut bien se l'avouer. Bravo. Et je reviens sur comment peut-on nourrir Nantes en 2050. Donc tu nous as présenté les différents intervenants. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Évidemment, on n'a pas trouvé la solution. Pas encore, non ? Pas la solution miracle. Mais moi, ce que j'avais envie, c'est moi qui ai proposé ce thème-là au Stéréolux. Ce que j'avais envie, c'est de se dire qu'il faut sortir d'une réflexion court-termiste et que je pense qu'en matière d'alimentation, c'est nécessaire parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est très impacté par les choix qui ont été faits après-guerre, surtout dans les années 50, 60, et qu'on en a un impact vraiment important 40, 50, 60 ans après. Donc aujourd'hui, les choix qu'on fait vont impacter 2050 aussi. Et j'avais particulièrement envie de demander à l'élu comment il a prévu son coup. En fait, parce qu'ils ont des preuves à apporter. Quand on est élu, on est dans une dynamique politique, des réélections, etc. Donc, on a des preuves à apporter à court terme. Mais en fait, est-ce que ce ne serait pas un peu trop parce qu'on a toujours des preuves à apporter à court terme que finalement, on oublie le long terme et qu'on n'arrive pas à le construire ce long terme. Et ce qui était intéressant, c'est d'avoir une enseignante-chercheuse aussi autour de la table qui a évidemment une donnée plus chiffrée et de se poser la question des risques de l'autonomie alimentaire. Donc, est-ce que... alors, évidemment, quand on pose la question de comment nourrir Nantes en 2050, moi, j'avais dit d'emblée, Nantes ne nourrira jamais Nantes. Ce n'est pas un objectif en soi. Aujourd'hui, je crois que si toute la métropole nantaise produisait que pour ses habitants, elle nourrirait 7% de ses habitants. Sachant qu'à Nantes, on a 300 fermes sur la métropole, c'est pas rien. Ça reste un territoire qui a une capacité agricole plus importante que d'autres métropoles. Mais pour autant, ce n'est pas le but. Il faut évidemment construire avec les territoires ruraux qui sont autour. À l'échelle départementale, on peut se dire que la surface agricole utile est capable de produire suffisamment pour nourrir les habitants du département. Mais en fait, dire ça ne veut rien dire. Parce qu'on va être plus spécifié. Par exemple, on est sur un département qui a beaucoup de zones humides. Qu'est-ce qui est adapté ? On ne va pas faire du maraîchage, on ne va pas faire des céréales dans des zones humides. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que le maraîchage est dessus de Loire, dans la vallée, et très peu en Brière, etc. Ce n'est pas adapté, il faut le prendre en compte. Par contre, l'élevage est très adapté, particulièrement les élevages de races rustiques
qui vont aimer ces zones-là. Et de toute façon, on élève des bretonnes pinot noires, des vaches nantaises dans ces zones humides parce qu'elles portent le nom du territoire auquel elles appartiennent. C'est pas pour rien. Elles sont adaptées à ce territoire. Donc ça, c'était déjà un point de départ de se dire attention, il ne faudrait pas tomber dans une espèce de protectionnisme où pour nourrir Nantes, il faut qu'à l'échelle du département, par exemple, on produise exactement tout ce qu'il faut pour nourrir notre département. L'interdépendance, elle est intéressante et elle est nécessaire. Pour autant, en fait, il y a des choses à mettre en place, notamment politiquement, un des gros enjeux, c'est de protéger le foncier. C'est le nerf de la guerre, totalement. C'est bien de vouloir s'installer à la campagne et d'avoir une maison. Mais je pense que malheureusement, la maison individuelle, le beau petit pavillon avec la pelouse bien tondue, c'est pas très 2050, quoi. Ça marche pas avec même ces 2030, on peut même dire même pas 2024 en fait. C'est déjà has-been, faut arrêter. Enfin, c'est pas une réponse, ça fonctionne pas, quoi. Donc le foncier agricole, ça c'est un enjeu. Après, il y a la structuration des filières. Ouais. L'accompagnement vraiment des paysans pour leur aider à se diriger vers les circuits courts, pour leur aider à moins dépendre de coopératives et de systèmes qui finalement ne les respectent pas. Ça, c'est quand même un point qui est, je pense, essentiel. Et après, par-dessus tout ça, parce qu'on ne changera pas la façon de produire si on ne change pas les consommateurs, c'est la sensibilisation et la formation. Et dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, ouais. La cantine. La cantine et puis l'éducation à l'école, en fait. On mange 3 fois par jour et on ne nous a jamais appris à nous nourrir, ni à savoir d'où viennent les aliments, ni même à cuisiner. Enfin, moi, je viens d'un milieu rural et si on m'a appris, quand même. Oui, mais globalement, c'est pas dans le programme scolaire. Non. Et donc, je pense que le mettre, ça créerait une certaine égalité des chances sur l'alimentation pour tout le monde. On parle de survie quand on parle d'alimentation. On ne parle pas d'un luxe, en fait. Non. On parle juste de quelque chose qui de la base. est utile. Ouais. Donc, je pense que d'amener cette éducation à l'école, là, ça touche à l'État, ça ne touche plus aux collectivités territoriales. Voilà. Après, moi, là où j'étais un peu déçue, c'est d'entendre des élus nous dire nous, en tant que collectivité, on a trop peu de moyens. Quand on a un État qui ne s'empare pas de ce sujet-là non plus. Donc, j'ai envie de dire, d'un côté, l'État, ce serait peut-être bien de donner plus de pouvoir sur ces sujets qui sont majoritairement des sujets de proximité territoriaux, voilà. Et aux collectivités de réfléchir à ce qu'on peut faire quand on a peu de moyens. Parce que il nous faut un plan. On a toujours des solutions, en fait. On peut communiquer, on peut amener, en fait, peut-être aussi revoir parfois ses priorités là-dessus. Et je crois que dans les priorités, aujourd'hui, mettre des moyens sur l'alimentation. Coucou les élus. Ça te paraît essentiel. Ça me paraît essentiel, oui. Bon, ok, super. Et tout à l'heure, on a parlé de vu la montée des prix, vu l'inflation, vu les problèmes pour se loger, etc., etc. Tristement, on s'aperçoit qu'il y a un gros déclin pour le bio. Et comment on fait pour réparer ça ? Comment on fait pour créer un nouveau rapport à l'alimentation ? Comment on fait pour recréer une nouvelle histoire vis-à-vis de notre alimentation ? Est-ce que vous avez des pistes chez Bouillonnante, chez les Bouillonnantes ? Je crois que la première piste, elle est celle que j'ai citée en introduction, c'est aller à la rencontre de nos producteurs. En fait, je pense qu'on mange différemment. Quand on sait ce qu'on mange. Quand on sait qui a produit ce qu'on mange, en fait, le rapport à se dire qu'il y a un humain derrière qui a mis de la passion, du travail, de la patience aussi dans sa façon de cultiver, ça, je crois que quand même, c'est essentiel et que c'est ce qui permet aujourd'hui de repenser notre alimentation et de considérer autrement le contenu de notre assiette. Après... C'est pas ce que tu fais un petit peu dans ton livre. Je fais une petite digression. Oui. Vas-y, montre-nous. Voilà. C'est là où tu présentes un peu un gros panel de paysans. 21 paysans, c'est pas beaucoup par rapport au nombre qu'il en existe déjà sur pas le mal. Département. En fait, c'était le point de départ de ce livre, c'est que j'avais envie de dire, allez regarder qui ils sont, parce que c'est des gens passionnants, c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est des gens cultivés, qui ont un rapport au vivant que nous, on a perdu, qui connaissent des choses, mais infiniment passionnantes sur la nature. Et je pense qu'on a besoin de ce lien-là, parce que
c'est en se déconnectant de la nature aussi que je pense qu'on a commencé à faire de mauvais choix. Ouais, voilà, tout est parti à volant. Ouais, je crois qu'il y a quand même ça. Mais ça peut se faire. Alors, on peut lire le livre et c'est 21 producteurs qu'on va rencontrer. J'ai choisi majoritairement des producteurs dont on peut retrouver les produits sur les marchés nantais ou dans des commerces. Donc, c'est déjà une piste. On peut aller au marché. Alors, avec une petite nuance sur le fait que nous, si on met aussi en place un marché, c'est parce qu'il y a une certaine déception sur certains marchés. Sur l'offre nantaise, ouais. Ouais, on se rend compte qu'il y a des marchés avec des primeurs qui vont vendre des tomates toute l'année et c'est pas tolérable en fait. Non, parce qu'une tomate toute c'est l'année... C'est Sopa 2024. C'est déjà Sopa 2010, quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on le sait, quoi. Donc, oui, ça, aller sur les marchés, c'est une façon aussi, voilà. Et je pense... Alors, moi, je travaillais assez peu là-dessus jusque-là. Et à vrai dire, c'est un tweet d'Emmanuel Macron, spoiler, qui m'a... Oh non, on va parler d'Emmanuel. Ah, mais pas en bien, je préviens d'avance. Qui m'a fait réfléchir au sujet cette semaine, c'est la question du goût, de l'éducation au goût. En fait, je pense que nous, quand on travaille sur ce secteur-là, on ne se sent pas légitime de dire qu'un produit est bon parce que c'est subjectif, le goût, de base. Mais je crois profondément qu'en fait, moi, si j'ai aussi autant de plaisir à me nourrir de cette façon-là, aller chercher des bons produits auprès des maraîchers, etc., c'est parce que derrière, dans l'assiette, j'en ressens le plaisir. Et quand quelqu'un va me mettre dans un sandwich en hiver, faut arrêter ça, les boulangères, vraiment, faut arrêter. Une rondelle de tomate. Deuxième message. Qui n'a aucun goût. D'ailleurs, elle est orange, elle n'a pas de jutosité, elle n'a rien du tout. C'est pas possible. Et pourquoi le tweet de Macron, cette semaine, il a souligné le fait que McCain investissait 350 millions d'euros pour construire une usine en France en disant que c'était bon pour nos agriculteurs, au secours, pour l'emploi, bon pour la décarbonation. Mais non, faudrait m'expliquer en quoi des frites surgelées participent à la décarbonation. Surtout, on parle de pommes de terre en monoculture, etc. Ouais, super. Voilà, zéro stockage de carbone dans le sol. Non, mais ouais. Et il a dit c'est tout simplement bon. Non. Et je me suis dit à quel moment on ne fait pas le distinguo entre des frites McCain, de vraies frites avec des pommes de terre cultivées localement, découpées et qu'on aurait cuit soi-même et même qu'on cuit au four, quoi. Parce que franchement, juste des bonnes potatoes au four, ça vaut n'importe quelle frite surgelée qui existe, quoi. Et je crois que en fait, on a nous du mal parce que c'est, comme je disais, c'est pas légitime de parler du goût, mais sur la crise de la bio, etc. Faut peut-être qu'on remette un peu ça, qu'on ose dire que les produits-là sont bons. Et je pense aussi que l'autre difficulté qu'on a, c'est que nous manque les arguments marketing parfois. Et c'est con parce que en fait, le marketing a mis des arguments sur ce qui n'en vaut pas. Et là où ça en mérite vraiment, on n'en a pas parce que nutritionnellement, on ne peut pas aller tester chaque produit pour aller prouver qu'en réalité, il a beaucoup plus de nutriments, qu'il est beaucoup plus riche, qu'il nourrit beaucoup mieux celui qui va en bénéficier, celui qui va se nourrir avec, qu'un produit issu d'une agriculture intensive, de serre chauffée, hors sol. Enfin, je ne parle même pas du hors sol parce que c'est hors sol, justement. Voilà. Quoi. Et donc, je pense qu'il y a ces sujets-là, quoi. Le lien au producteur, le goût, et puis derrière, se reconnecter au vivant. Peut-être d'aller mettre un peu les mains dans la terre de temps en temps. Hein. Totalement. Tu sais de quoi on parle. Bon, très bien. Et je sais pas, du coup, est-ce que tu as une actualité, à part la création du marché, c'est déjà énorme. Ouais. Petite actualité avant l'été ? Non, rien dans les cartons avant l'été. Là, on va essayer, avec les chefs de l'asso, on va reprofiter. On a un peu... avec toute la pluie qu'on a eue ce printemps, on a un peu mis en stand-by les visites de ferme parce que les agriculteurs nous disaient eux-mêmes que c'était compliqué de nous accueillir. Là, on va repartir avec les chefs, faire pas mal de visites de ferme. Il y a une telle diversité de choses à découvrir sur le territoire que on en a plein à faire et on pourrait ne pas s'arrêter. Donc ça va pas mal nous occuper, notamment au mois de juin. Et puis après, il y a toujours le livre qui est disponible, qu'on continue d'essayer de promouvoir. Il nous aide aussi à financer l'association, donc c'est pas rien. Et puis, nous, on a quand même aussi un travail de
d'accompagnement des restaurateurs. Donc, ça passe par l'accompagnement d'outils, comme il y a un outil sur le territoire qui s'appelle le kiosque paysan. C'est un outil de mutualisation logistique auprès duquel on s'investit beaucoup. Et puis, la mise en place de formations. Parce que, comme je disais, il y a un manquement. Donc, on essaye de créer des temps de rencontre entre les chefs pour avoir du partage d'informations, pour les sensibiliser aux différents enjeux sur l'approvisionnement, sur la gestion des déchets, l'anti-gaspi. Et là, il y a même eu un nouveau sujet qui a été demandé par les chefs de l'asso auquel j'aimerais bien m'attaquer bientôt, c'est la question énergétique. Et bientôt le four solaire. J'ai été contactée par quelqu'un pour parler de cocottes norvégiennes dans les restaurants. Donc, qui sait, peut-être ça peut y venir. Oui, je pense que de la même façon qu'ils ne sont pas formés à tout, la question de la consommation énergétique, elle ne se pose pas toujours. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a un partenariat avec la Banque alimentaire qui est vraiment superbe. Enfin, c'est une asso, je les admire beaucoup pour tout ce qu'ils font et pour toute la réflexion qui est de pas seulement chercher à distribuer des invendus parce qu'il y a des personnes en précarité qui ont besoin, mais d'aller se poser la question plus loin, comment on accompagne ces publics-là, notamment sur l'employabilité, sur se reconnecter à son assiette, sur l'alimentation durable. C'est compliqué quand on fait de l'aide alimentaire, qu'il faut nourrir 30 000 personnes dans le besoin, c'est 30 000 personnes en Loire-Atlantique, l'aide alimentaire. D'aller faire du durable. Généralement, on va plutôt aller récupérer des invendus pour faire du volume parce qu'il y a un besoin de volume. Nous, on fait des ateliers de cuisine avec eux. Je pourrais en parler après si tu veux. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de la banque alimentaire. Mais si, en fait, à travers ces ateliers-là, en fait, on se retrouve face à un public précaire qui, quand on essaye de créer des recettes avec eux, nous disent ouais, mais moi à la maison le céleri j'arrête parce que c'est trop long à cuire et ma facture d'électricité derrière je peux pas. Et en fait, quand ils ont commencé à dire ça aux chefs, les chefs, certains m'ont dit mais nous c'est une question qu'on oublie un peu de se poser dans nos restaurants et quand on fait réduire notre fond pendant 4 heures voire 8 heures parce que on nous a appris qu'un fond bien concentré en goût qui a réduit pendant longtemps, c'est ce qui fait quand même un peu l'essence de la gastronomie française. On oublie que derrière, énergétiquement, ça peut avoir un impact néfaste parce qu'on sait que notre énergie ne vient pas majoritairement des énergies renouvelables aujourd'hui. Pas encore. C'est surtout du nucléaire et donc c'est surtout cette histoire de déchets dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc, c'est un sujet écologique aussi, la question de l'énergie. Et en allant rencontrer des publics précaires qui, eux, sont encore plus exposés à ce sujet-là pour des raisons économiques avant tout, ça leur a amené à se dire ah oui mais qu'est-ce qu'on peut proposer et puis nous en fait est-ce qu'il faudrait pas remettre la cocotte minute dans le restaurant quelque part quoi, parce que c'est quand même un mode de cuisson qui a une plus-value énergétique assez importante. Je sais pas si c'est jusque là qu'on va aller. Je pense que le four solaire à Nantes ça va être compliqué, surtout en ce moment. Mais depuis un moment même. Oui, on est d'accord. Mais il y a peut-être des choses à penser à creuser sur ces sujets-là. Carrément. Et même, j'ai entendu parler de l'initiative d'un resto qui travaille avec les immigrés. Ou tout à faire. Ou comment faire, ça s'appelle. Alors, dans l'association, on a plusieurs restaurants solidaires. Je tiens aussi à dire que on est un collectif donc, de 70 membres, à peu près 75 établissements, et que c'est tout type d'établissement, que la question de l'alimentation durable, elle ne touche pas que les restaurants gastronomiques haut de gamme. On a des adresses de street food, on a des chefs à domicile, on a des buis-buis, des cantines, de la cuisine du monde aussi, parce qu'en fait, on peut faire de la cuisine qui vient d'ailleurs avec une majorité de produits locaux. Et on a Alors, 3 établissements, en l'occurrence, qui sont solidaires. Et un autre établissement dont je me permettrai de parler après, qui est sous un modèle coopératif. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Il y a FAIRE qui accueille des réfugiés et qui accompagne des réfugiés. Donc, par l'insertion des réfugiés, il les aide par la cuisine, il les aide à leur insertion professionnelle. Ouais, c'est eux qui font le menu. Ouais, c'est ça. Il y a une chef française sur place qui, en tout cas, qui les aide, mais en gros, c'est elle. Ouais. C'est souvent elle, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai qu'il y a... Mais il n'y a pas que des femmes réfugiées, il y a eu des hommes aussi. Ok, en cuisine. Ouais. Et c'est une des cofondatrices de ce restaurant-là, c'est Alice Thierry,
qui est aussi coporteuse du Refugee Food Festival à Nantes, qui travaille sur ces sujets-là d'accompagnement des réfugiés. Il y a un café qui va ouvrir, je pense que quand ce sera publié, il sera ouvert, ça s'appelle le Café d'Aubrey, qui est par l'association et l'entreprise BAM, qui veut dire Bon à manger ensemble, qui est une entreprise d'insertion professionnelle, donc qui, pareil, travaille là avec des publics éloignés de l'emploi, sur la restauration, que ce soit le service, le transport et la cuisine. Et puis, il y a la Cocotte Solidaire aussi, qui est un très chouette lieu où chacun peut aller mettre la main à la pâte en cuisine avec des repas à prix libre, un vrai lieu de rencontre, un lieu de vie, un lieu d'échange. Voilà. Je pense que la restauration, ça doit être ça aussi aujourd'hui. Et je parlais avant de la coopérative, et je pense qu'on peut parler d'eux, c'est Communil qui ont le Labo Diva, le Watini et le Baril, qui sont en fait un restaurant sur un modèle coopératif, c'est-à-dire que tous les salariés sont membres de la coopérative, et voilà, et ils ont aussi une ferme. Et là, on est aussi sur un modèle de restauration qui se veut... alternatif. Alternatif, penser aussi à la place du salarié dans l'entreprise, etc., quoi. Ok, je pense que c'était déjà riche, très riche cet échange. Si tu avais un petit mot de la fin à nous donner pour les bouillonnantes, qu'est-ce que tu souhaites ? C'est pas tant pour les bouillonnantes, en fait. Moi, je souhaite que finalement, le mieux qui puisse arriver, c'est que ce type d'assaut n'ait plus besoin d'aide parce que... on a déjà tout réglé. Parce que la formation à l'alimentation, la sensibilisation et puis l'information et la formation seraient suffisamment là dans notre quotidien pour que les chefs aient accès à tous ces éléments-là et aient plus besoin d'être accompagnés dans leur transition, pour que aussi les citoyens sachent faire des choix en conscience, parce que faut pas taper sur le dos des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, si l'alimentation durable n'est pas très présente, si le bio a cette fameuse crise dont tu parlais, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement accès. Il y a beaucoup de greenwashing, on s'y perd sur les labels, etc. Et finalement, si on arrive à résoudre un peu toute cette sensibilisation, chacun ayant accès aux bonnes informations fera les bons choix. Et nécessairement, la transition se fera. Les producteurs, les paysans seront accompagnés. Et puis, le glyphosate sera un mot qui est plus utilisé. Un mot du passé. Exactement. On va terminer là-dessus. C'est beau. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. À bientôt.